Merci beaucoup et merci Dominique vraiment pour cette invitation et cette énergie très communicative. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je suis vraiment très impressionnée aussi par cette assemblée de spécialistes. Et j'espère que mon topo ne vous semblera pas trop naïf. Donc, je vais vous parler de l'influence du microchimérisme maternel et fœtal sur le devenir de la greffe de cellules souches. Comme vous le savez certainement, le placenta n'est pas totalement hermétique et laisse passer des cellules fœtales qui vont vers la circulation maternelle et inversement des cellules maternelles qui vont vers la circulation fœtale. Donc, de cet échange bidirectionnel des cellules pendant la grossesse, nous en gardons, j'allais dire des séquelles, mais c'est surtout nous en gardons des cellules pour le restant de notre vie. J'ai représenté ici naïvement donc, cet enfant qui grandit et qui vieillit, que nous sommes tous, qui nous représente tous. Et j'ai représenté donc naïvement ces petites cellules oranges. On ne voit pas très bien les couleurs, mais donc ces cellules oranges qui sont des cellules maternelles que nous acquérons durant cette vie in utero et que nous gardons toute notre vie. Et si en plus on est une femme et que l'on donne naissance ou que l'on a en tous les cas au moins une grossesse, à terme ou non, on a également des cellules fœtales à notre tour qui sont représentées ici par ces points bleus. Alors au départ, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un modèle quand même de transplantation qui est réussi, celui-là. Et au départ, les techniques de détection du microchimérisme naturel, alors on ne voit pas grand-chose, j'en suis vraiment désolée, étaient basées sur le fait que, en fait, étaient basées sur des différences de sexe. C'était la façon la plus simple, c'est-à-dire d'avoir une femme qui avait donné naissance ou qui avait encore un enfant mâle. Et donc, on faisait soit un FISH, une fluorescence in situ, en mettant une sonde rouge sur le chromosome X, une sonde verte sur le chromosome Y, et donc cet enfant mâle va avoir des cellules XY, donc avec un point rouge et un point vert, au sein des cellules féminines donc de la maman, qui ont 2 points rouges ici, que vous voyez ici, avec 2 chromosomes X. Donc c'est une méthode qui est extrêmement probante, puisqu'on voit des cellules, c'est mieux que de l'ADN, on y croit beaucoup plus, mais par contre la sensibilité est très faible, enfin c'est pas très sensible, plutôt, et c'est très chronophage. Il faut passer des heures devant un microscope à regarder donc, ces cellules. Ensuite est venu le temps de la PCR. Alors, il y a eu énormément de PCR basées sur les séquences du chromosome Y, avec de nombreuses variantes qui ont fait des sujets de discorde, puisqu'au départ, les gens choisissaient des séquences du chromosome Y qui étaient avec des copies multiples, donc suivant qui vont avoir, mettons, 500 ou 1000 copies. Donc ça permet d'avoir une grande sensibilité, mais les premières PCR du chromosome Y qui avaient été choisies, c'était avec des copies multiples, mais avec des variations interindividuelles. C'est-à-dire que sur un homme, il va y avoir 500 copies, sur un autre homme, il y aura 1000 copies. Donc c'était très difficile de quantifier du microchimérisme fœtal dans ces cas-là. Ça permettait une grande sensibilité, ça permettait la détection rapide de plusieurs échantillons quand on a réussi à trouver des gènes valables. Et nous, ce que nous avons voulu faire, c'était surtout ne pas être limité à simplement la présence de microchimérisme fœtal masculin chez une femme. On voulait aussi pouvoir voir du microchimérisme fœtal quand il est féminin ou du maternel chez une personne. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons basé notre quantification sur le polymorphisme HLA. Et désolé pour une nomenclature aussi sommaire, professeur Charon. Nous avons, dans ce cas-là, vous avez par exemple une femme qui est DR3, DR7, qui, si elle a acquis des cellules de sa mère qui est DR3, DR15, ces petites cellules sont représentées en orange, et bien ces rares cellules porteront le marqueur DR15 qui n'est pas dans le génotype général de la personne. Donc je fais une PCR spécifique du DR15, et je peux voir si cette femme au centre a du microchimérisme DR15. Et je peux également chercher un microchimérisme fœtal représenté ici par ces petites cellules vertes. Cet enfant donc, a acquis le DR3 de sa mère et le DR4 est vraisemblablement paternel. Et donc si je cherche ce DR4 paternel ici chez cette femme, eh bien, je pourrais avoir un microchimérisme fœtal. Donc l'ensemble de ces travaux a pris pas mal de temps puisque nous avons donc réussi à faire un panel de classe 2. Maintenant, nous avons des PCR spécifiques de cet ensemble de panels de HLA de classe 2. Et nous avons également maintenant mis au point un panel de classe 1
pour les cas où enfants et mères ont les mêmes HLA classe 2. Il se peut quelquefois que la mère soit DR3, DR7 et l'enfant soit aussi DR3, DR7. Et dans ce cas-là, on a du mal à faire la PCR, donc il faut aller sur un panel de classe 1. L'ensemble de ces panels ont été brevetés, enfin une partie reste encore à breveter. Et ça nous a permis de monter la plateforme QuantiChimera, donc pour quantifier le chimérisme qui est en chacun de nous. Et ces méthodes sont extrêmement spécifiques. Ici, vous voyez un exemple d'une amplification de DR4 qui, quand on la teste contre 47 lignées cellulaires qui portent d'autres DR ou qui portent d'autres DQ, etc., il n'y a pas d'amplification. Elle n'amplifie que quand c'est du DR4. Et on a une très grande sensibilité puisqu'on est capable de détecter l'équivalent d'une cellule au sein de 20 000 cellules de l'hôte, donc c'est l'équivalent d'ADN. Et nous testons sur 10 puits, ce qui fait que nous pouvons tester sur 200 000 cellules de l'hôte, ce qui nous donne une sensibilité qui est la plus sensible actuellement, j'allais dire en France, en Europe et même dans le monde. Voilà. Donc cette plateforme QuantiChimera est à votre disposition pour du microchimérisme et de la détection. Grâce à cette étude QuantiChimera, il fallait un proof of concept. Donc on a monté une étude sur des femmes enceintes, sur 92 femmes enceintes, que nous suivons pendant la grossesse, au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et post-accouchement. Et là, je n'ai pas représenté toutes les données, mais on a pu mettre en évidence que 60% des femmes avaient du microchimérisme fœtal qu'on retrouvait dans leur sang périphérique pendant la grossesse, dans plusieurs fractions cellulaires, nous trions les cellules, etc. Et 30% d'entre elles, donc un tiers environ, en conservaient post-accouchement. Nous savions déjà que chacune d'entre nous qui avons eu au moins une grossesse avons des faibles quantités dans le sang périphérique et ces faibles quantités de microchimérisme fœtal persistent pendant des décennies. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont dans tous les types cellulaires, c'est-à-dire qu'elles sont dans les lymphocytes B, les lymphocytes T, les monocytes. Donc, ça présume que les cellules qui passent au moment de la grossesse sont des cellules souches hématopoïétiques. Et on sait également que si l'on prend la moelle osseuse de femmes qui ont eu des enfants, et bon, toujours là, le plus facile, c'est de faire du FISH, c'est de prendre cette moelle osseuse de femmes qui ont eu des enfants mâles, donc, et on va retrouver au niveau des cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse, donc des cellules fœtales. Alors, quels sont les facteurs qui influencent, qui vont faire qu'une femme va laisser passer plus de microchimérisme qu'une autre? Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le nombre de grossesses. Ce n'est pas parce qu'on a eu plus d'enfants que l'on a plus, en quantité, je parle, plus de microchimérisme. On aura certainement une diversité de microchimérisme, avec un qui aura le marqueur paternel d'un haplotype, puis l'autre marqueur paternel de l'autre haplotype, etc. Mais ce n'est vraiment pas ce qui influence. Ce qui influence, c'est la compatibilité HLA fœto-maternelle. Et ça fait vraiment penser à ce qu'on voit en transplantation de cellules souches, où quand on a un donneur qui est HLA homozygote de notre haplotype, il y a un risque de GVH et il y a vraiment une compatibilité HLA qui est très importante dans ce cas-là. Et c'est exactement ce qu'on voit, par exemple, chez les patients sclérodermiques. Ils ont très souvent un enfant qui est HLA compatible, qui va avoir exactement le même HLA que la personne ou qui va être homozygote pour l'haplotype de la mère. Ensuite, ce que nous venons récemment de publier dans Frontiers in Immunology, c'est que le HLA-G a vraisemblablement aussi une influence. Être un fort producteur de HLA-G soluble ou être un faible producteur de HLA-G soluble va contribuer à un passage du microchimérisme. Et en l'occurrence, les patientes sclérodermiques sont des faibles productrices de HLA-G soluble sans que pour autant elles aient de polymorphisme particulier. Et celles qui sont les plus faibles productrices de HLA-G soluble sont celles qui gardent, il y a une corrélation, sont celles qui gardent le plus de microchimérisme fœtal. Ensuite, évidemment, l'accouchement par césarienne, ce qui paraît assez logique, c'est une forme de passage plus accru. Et ce que je disais tout à l'heure, donc ce n'est pas le nombre de grossesses qui va faire une quantité plus forte de microchimérisme, mais c'est une grossesse qui n'arrive pas à terme, une fausse couche ou une IVG qui vont laisser plus de traces, on va dire. Et également, les déclencheurs, il y a certains déclencheurs environnementaux. Ça avait été très bien montré en 2000 dans un modèle murin par Krisner. C'est-à-dire que le microchimérisme fœtal, chez la souris, si on lui injecte du chlorure de vinyle, eh bien, ce microchimérisme fœtal va augmenter. Et enfin,
l'auto-immunité, c'est également un facteur qui va influencer le passage et le maintien, vraisemblablement, puisqu'on sait que les patientes sclérodermiques ont plus de microchimérisme fœtal si on prend un échantillon sanguin d'une patiente sclérodermique que des sujets sains à parier pour le nombre d'enfants de grossesse, etc. Les personnes atteintes de thyroïdite, de polyarthrite rhumatoïde, ici je ne détaille pas cet aspect-là. Ensuite, le microchimérisme maternel, eh bien, il passe dès le plus jeune âge, et il passe donc déjà in utero, et dans les sangs de cordon. Alors, selon les études, on sait qu'il y a entre 2 à 100% des sangs de cordon qui sont microchimériques. Les premières études en 1963 étaient réalisées. En fait, on prenait du sang de la patiente juste avant qu'elle l'accouche, et on marquait les cellules de la patiente avec des fluorophores ou avec du chromium 51, et on réinjectait ces cellules à la patiente, et quand elle accouchait, on regardait où est-ce qu'il y en avait dans le sang de cordon. Bon, maintenant, on ne pourrait plus trop faire ça. Maintenant, on a heureusement des qPCR qui nous permettent de tester ceci. Et nous, dans notre étude QuantiChimera, nous avons, avec la détection que je vous ai décrite tout à l'heure, avec une cellule sur 200 000, nous sommes capables de voir du microchimérisme maternel dans 50% des sangs de cordon. Alors, c'est une étude qui n'est pas encore publiée et dont les analyses statistiques sont encore en cours, hein. Donc sur ces 92 femmes enceintes. Et nous apercevons que nous retrouvons du microchimérisme maternel dans tous les types cellulaires, mais également dans les cellules souches, avec des quantités qui ne sont pas du tout négligeables. Chez l'enfant et l'adulte, au départ, ce qui avait été fait, c'était qu'on s'était aperçu qu'il y avait un microchimérisme maternel très important chez les enfants qui étaient immunodéficients, avec une immunodéficience sévère, et que pour la majorité d'entre eux, ça déclenchait une GVH. Mais ce microchimérisme maternel, il est commun. Chacun d'entre vous ici a du microchimérisme maternel. On a tous fait le petit stage in utero. Et donc, on en a des faibles quantités, certes, mais ça peut quand même monter jusqu'à le 0,005%, c'est-à-dire une dans 20 000, c'est une dans 200 000, non, dans 20 000, c'est ça. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et on s'aperçoit aussi que les quantités sont plus fortes dans les tissus. C'est vrai également pour le microchimérisme fœtal. Et ce qui est assez intéressant aussi, et j'ai tenu à le signaler, c'est que les femmes qui ont eu des enfants ont un microchimérisme maternel, donc de leur propre mère, moins important que le microchimérisme fœtal. Et ça fait vraiment penser à ce qu'on voit dans les greffes de sang de cordon. Maintenant, on greffe avec 2 poches de sang de cordon, et on sait qu'il y en a un qui va dominer l'autre généralement. Eh bien, la femme receveuse de cette source microchimérique maternelle et de ces sources ou de cette source microchimérique fœtale, c'est pareil, il y a une dominance entre les 2 microchimérismes. Et ce qui maintient et ce qui influence le passage et le maintien donc, de ce microchimérisme maternel, c'est également, on pense, la compatibilité HLA-fœto-maternelle, c'est ce que nous allons essayer de mettre en évidence, les accouchements par césarienne aussi, et l'allaitement, qui est vraiment, en fait, en allaitant, on redonne des cellules maternelles à l'enfant, et donc on augmente ce passage. Et bien sûr, dans l'auto-immunité, les femmes sclérodermiques ont aussi, elles ont donc plus de microchimérisme fœtal, mais elles ont aussi plus de microchimérisme de leur mère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, leur mère et leurs enfants, on porte exactement le même HLA. C'est-à-dire, vous avez une femme sclérodermique qui est DR1, mettons DR11, elle va avoir une mère DR1, DR3 et un enfant DR1, DR3. Les deux ont exactement la même source, et ça, c'est quelque chose qui est très, très commun. Donc, ça a été mis en évidence dans l'auto-immunité, dans le lupus néonatal, le diabète de type 1, les atrésies de voie biliaire aussi, dans la dermatomyosite, enfin, j'en passe. Il y a énormément maintenant de démonstrations que c'est en quantité beaucoup plus importante. Alors, ces cellules maternelles, elles nous permettent d'acquérir une tolérance à long terme, c'est-à-dire qu'elles passent. Ces cellules maternelles, elles vont aller migrer dès notre stage in utero, donc elles vont aller migrer vers les ganglions lymphatiques fœtaux, et elles peuvent constituer jusqu'à 0,8% de ces cellules. Et ce sont ces allo-antigènes maternels qui vont favoriser le développement de cellules T régulatrices fœtales, qui vont supprimer donc cette immunité fœtale antimaternelle. Mais pour qu'il y ait Treg, il faut qu'il y ait immunité, c'est-à-dire que l'enfant il est capable de se défendre contre sa mère, mais il y a une régulation qui vient contrebalancer tout ça. Et ça avait été très très bien mis en évidence dans le Science de 2008 de Mold. Et ce qui est important, c'est le type de cellule qui va migrer, suivant que ce sera des T-lymphocytes, des cellules dendritiques, la quantité aussi de cellules qui fera qu'on est suffisamment tolérant ou pas. Une faible quantité risque de ne pas provoquer une tolérance. Et les sites de migration
Donc, bon, le thymus de l'enfant, de l'embryon, pardon, il se développe vers la 15e semaine à peu près. Il n'est pas mis en place et fonctionnel dès le départ de l'embryogenèse. Et également, donc, je disais, l'allaitement va favoriser la tolérance maternelle. Ça, on le savait depuis longtemps déjà. On savait qu'il y avait un bénéfice, puisqu'on sait qu'une femme qui est rhésus négative, si elle a un enfant qui est rhésus positif, elle va avoir une intolérance au rhésus. Et en 1954, Ray Owen avait déjà mis en évidence que si cette femme-là, rhésus négative, avait eu une mère rhésus positive, et donc, maintenant on le sait, il y a le passage de ces cellules maternelles, eh bien là, alors, elle pouvait tolérer cet enfant rhésus positif. Donc ça, c'est connu depuis très longtemps. Et dans la transplantation, maintenant, je vais vous montrer ce qui est hérité et ce qui ne l'est pas. Alors, je sais que Dominique adore ce qui est NIMA et NIPA. C'est pour ça que je lui ai fait un petit schéma bien clair. Alors, du coup, vous avez ici cette mère qui est DR1, DR2. Ce père qui est donc DR4, DR3 et cet enfant qui est DR1, DR4. Le DR1, c'est le Inherited Maternal Antigen. Le DR4, c'est le Inherited Paternal Antigen. Et puis, bien sûr, il y a tout ce dont cet enfant n'a pas hérité, le DR2 et le DR3. Donc, le Non-Inherited Maternal Antigen, ou le so-called NIMA, et le Non-Inherited Paternal Antigen. Maintenant, on va prendre le cas d'une transplantation de cellules souches. Cet enfant, hélas, a une leucémie, et donc on lui transplante des cellules souches. Soit on a de la chance, il a un frère ou une sœur qui a exactement le même typage que cet enfant, donc qui est DR1, DR4, pas de mismatch. A priori, je dis bien a priori, ça doit se passer plutôt bien. Maintenant, on prend le cas où le donneur, un de ses frères ou sœurs, a un DR1, mais il y a un mismatch. Il a pris l'haplotype, l'autre haplotype paternel, le DR3, et donc là, il y a, à cause de ce mismatch, bien sûr, un risque plus accru de GVH et un risque plus accru de rejet. Et maintenant, on prend le cas où il y a également un mismatch, puisqu'il n'y a que le DR4 qui est en commun, mais le mismatch, vous le voyez ici, c'est un DR2, et c'est le Non-Inherited Maternal Antigen. Eh bien, dans ce cas-là, il y aura une meilleure tolérance, une meilleure survie et un risque moindre de GVH. En fait, ce qu'il se passe, c'est que le fait d'avoir des cellules maternelles DR1, DR2, cet enfant a été éduqué in utero à tolérer ce DR2, et donc il y aura moins de réactions, et il y aura plus de T régulatrices qui seront en plus accentuées en fait, avec l'allaitement, et ça permettra donc une tolérance à ce genre de greffon. C'était connu dans la greffe de rein, dans les greffes d'organes, où si on donnait un rein d'un individu qui portait le NIMA, on avait beaucoup plus de chances que ça se passe bien. Donc, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que ce n'est pas toujours forcément bénéfique. Ce microchimérisme naturel, on l'a vu là, il est maternel, il induit une tolérance. Donc, du coup, on a des exemples où on aura une meilleure tolérance chez les receveurs de greffe maternelle versus les receveurs de greffe paternelle. Mais quelquefois, le microchimérisme naturel peut aussi augmenter le risque de GVH. Par exemple, si le donneur est une femme qui a eu des enfants, il y aura la présence de cellules fétales, et on le sait que chez les femmes, si le donneur est une femme ayant eu des enfants, eh bien le risque est augmenté de GVH. Donc il faut vraiment le calculer, ce risque. Ça n'est pas automatiquement bénéfique. Et je voudrais finir donc sur la transplantation des cellules souches et comment est-ce qu'on peut utiliser aussi cet effet entre guillemets bénéfique et néfaste. Eh bien, ici, vous avez ce sang de cordon, représenté vraiment naïvement, où ce sang de cordon dont le bébé donc, est DR1, DR3, et qu'on va donc transplanter à cet enfant qui est DR3, DR2. Donc, il y a un mismatch, mais vous le savez, l'avantage des sangs de cordon, c'est qu'il y a peu de rechute de la maladie et peu de GVH. Et on pense vraiment que ça vient du fait que les sangs de cordon, ils ne sont pas que naïfs, mais ils ont aussi la présence de ces cellules maternelles. Et si la mère de ce sang de cordon était DR2, elle ne l'a pas donné à ce sang de cordon, mais ce sang de cordon a appris à être tolérant au NIMA, et donc il a appris à ne pas combattre le DR2, et à ne pas attaquer le DR2. Et donc,
on a généralement, et ça a été bien mis en évidence par John Van Hood en 2009 et par d'autres études que j'ai citées ici, c'est que si le mismatch est égal au NIMA du sang de cordon, si vous m'avez suivi jusque-là, eh bien, le taux de rechute sera plus faible, on aura une meilleure survie. Il faut en prendre également le côté positif, c'est que cette mère, qui est DR1, DR2 de ce sang de cordon, elle a également rencontré quelque chose qui est étranger pour elle, des DR3. Et donc, on a des cellules maternelles qui ont une activité anti-DR3, anti-inherited paternal antigen. Et du coup, ça peut être très utile si le receveur porte également le DR3, puisque ça fait un graft versus leukemia. Et du coup, matcher pour le IPA, inherited paternal antigen du sang de cordon, eh bien, ça peut faire un taux de rechute plus faible et une meilleure survie. C'est ce qui avait été également mis en évidence par le roi du NIMA, qui est John Van Hood, en 2012 dans PNAS. Donc, est-ce que ça pourrait changer notre façon d'envisager les thérapies cellulaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas quantifier ce microchimérisme naturel du donneur et du receveur avant la transplantation? Parce que dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, où le donneur portait le NIMA, si je veux chercher la présence chez cet individu de cellules du donneur, de cellules de la greffe, je risque de me méprendre avec ses propres cellules maternelles à cet individu. Et donc, il faut vraiment faire avant et après transplantation, notamment dans le cas où le donneur est un membre de famille, mais pas que. Il y a des études donc, où on essaie de trouver des donneurs allogéniques, mais qui portent le NIMA. Après, quel tissu faudrait-il tester? Est-ce que le sang serait suffisant? Puisqu'on sait que chez chacun des individus, ça peut également aller se cacher dans la moelle osseuse, etc. Donc, il faudrait peut-être tester plus. Et là, ça devient plus compliqué. Mais déjà... Et du coup, privilégier comme donneur un frère ou une sœur qui porte le NIMA. Donc, ce microchimérisme naturel, qu'il soit fœtal, maternel, je n'ai pas parlé du microchimérisme de jumeaux qui viendrait également là-dedans, c'est vraiment un modèle naturel de transplantation réussi. Et ce qu'il faut voir, c'est ce que j'avais représenté ici dans cette revue, c'est que chaque personne est une mosaïque. On n'a pas juste un type de cellule en nous, on n'est pas juste un génome, on en a plein, et c'est pour ça qu'on est microchimérique, nous sommes tous des microchimères. Et si on est une femme, eh bien on est complètement... là, on a des cellules de notre mère, de nos 3 enfants, peut-être si elle avait un jumeau en plus, etc. C'est vraiment pas du tout la même façon d'envisager les choses, et ça peut peut-être nous permettre de changer cette vision. Et ce que nous avons reçu naturellement, en fait, nous façonne à vie. Et nous ne sommes pas tous égaux, on nous a complètement menti. Et donc, ça serait vraiment intéressant de connaître l'historique du receveur et l'historique du donneur, même jusqu'à des questions, savoir s'il a été allaité, etc. Ça peut faire partie de... Donc, je vous remercie, et je remercie notre unité INSERM à Lumini, la région PACA qui m'a aidé financièrement à mettre en place cette plateforme Quantichimera, le groupe francophone de recherche sur la sclérodermie et l'Association des sclérodermiques de France et notre université à Marseille. Merci beaucoup.